Safe Pace, le podcast des sports d'endurance, présenté par Hugo Clément. Peut-on être marathonien et végétarien ? Faut-il forcément manger de la viande pour performer à haut niveau ? Les coureurs végétariens ont-ils des carences ? Sont-ils plus fragiles que les autres ? On est nombreux à se poser ces questions et on va y répondre aujourd'hui. Safe Pace, épisode 4, c'est parti. Cet épisode de Safe Pace est rendu possible grâce à notre partenaire Hoka. La marque conçoit des chaussures et des vêtements pour celles et ceux qui bougent, qui explorent, qui repoussent leurs limites. Hoka, c'est du confort, évidemment, mais c'est aussi de la performance de haut niveau, que ce soit sur route ou en trail. Pour découvrir leurs produits, rendez-vous sur hoka.com. Allez, comme chaque semaine, on retrouve l'équipe d'experts de Safe Pace. Salut Charlotte. Salut Hugo. Championne d'Ironman. Salut Hugo de Tormento. Champion du monde. Tormento, j'ai hésité à dire le nom de famille. Hugo Tormento. Oui, j'aime beaucoup, moi, j'en parle de mon famille, très important. Double champion du monde de swimrun. Et salut Fred Belaubre, triple champion d'Europe de triathlon. Merci d'être là. Ça va les amis ? Très bien, Ouais. ravi de te retrouver. Pour nous éclairer aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Thibaut Barognan. Salut Thibaut, merci Salut. d'être là. Salut, tu es athlète de haut niveau, spécialiste du trail, champion de France de trail court en 2023, 12e de l'UTMB et 2e du 90 km du Mont Blanc l'année dernière. Et tu es très intéressé et surtout très concerné par le sujet de la nutrition sportive. Avec nous également le meilleur spécialiste de la question, carrément, Anthony Berthoud. Salut Anthony. Salut. Tu es un ancien triathlète, tu étais en équipe de France junior, il me semble, C'est ça. et tu es aujourd'hui un nutritionniste unanimement reconnu, notamment dans le domaine du sport. Tu vas pouvoir nous aider à répondre aux questions qu'on se pose sur le végétarisme et le sport d'endurance. Alors pour commencer, est-ce qu'il y a des végétariens ici, à part moi ? Puisque moi je le suis depuis 7 ans. Prams. Prams, Hugo ? Combien de Ça temps ? fait 5 ans maintenant là, que je suis passé végétarien. Full végé, hein ? Donc Full végé. pas de viande, pas de poisson. Pas de viande, pas de poisson, juste j'ai remis les œufs il y a 3 ans. J'en prenais pas de manière naturelle, j'en prenais dans les préparations, je ne mangeais pas forcément des œufs au plat et autres. Et ça, Ouais. depuis 3 ans, je me suis remis à mettre les œufs, Ok. pour compléter un peu la partie prot. Bon, Fred et Charlotte, je crois que je connais la réponse parce que on mange souvent ensemble, donc des poulets, des canards laqués, du bœuf mariné, du saumon en brochette. Non, bon, vous n'êtes pas végé, quoi. On n'est pas végé, on est plutôt flexitarien. On garde les bonnes viandes pour les grosses occasions, quand on sait d'où elle vient ou les restaurants. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on achète quand même peu de viande. Fred ? Oui, tout à fait. On s'y intéresse beaucoup, en tout cas, d'un point de vue éthique, écologique. On a une consommation très réduite quand même. C'est rassurant que vous ayez la même réponse quand même. Parce que bien ensemble, Thibaut, toi, si on t'a invité aujourd'hui, c'est parce que, évidemment, ce sujet te touche particulièrement. Alors, tu m'as expliqué que tu n'es pas végétarien 100%, mais tu as un régime à grande majorité végétale. Ouais, c'est ça, une grosse tendance végétale, on va dire. Ouais. Je garde les œufs, comme Hugo, et puis les petits poissons gras, Ok. plutôt pour le côté oméga 3, qui est un peu plus facile à gérer pour la performance, notamment. Ok. Et viande ? Puis, chez moi, par exemple, j'ai pas de viande, pas de poisson, pas d'autres poissons. Ok. Et puis après, les petites exceptions, c'est plutôt en voyage, ou quand j'ai moins le choix, moins la possibilité. Je fais pas Ouais. un régime strict, on va dire, mais en tout cas, chez moi, je consomme plus de viande depuis 7-8 ans. par opportunisme ou par difficulté ? Non, plutôt par conviction à la fois écologique et pour la santé, en fait. Parce que j'ai eu la chance de suivre les formations Anthony Berthoud. Donc, c'est aussi Anthony qui m'a poussé à développer mes connaissances sur la nutrition. Et puis, après, ça a fait partie d'un cheminement. Et puis, ça a pris place au quotidien. Et toi, Anthony ? Moi, je suis plutôt flexitarien aussi, sur le même modèle que Thibaut. Les œufs, les petits poissons gras, et Ouais. puis voilà, la volaille ou le poisson en fonction des déplacements, parce que pareil, beaucoup en déplacement. Donc, aussi, au quoi. quotidien, c'est essentiellement légumes, féculents, légumineuses, Oléagineux. oléagineux. Ouais. Toi, pour quelle raison t'es devenu végétarien, Hugo ? Un bon pari con. Un pari, un nouvel an. d'accord. ouais, tout J'en ai à fait. entendu. Alors j'en ai entendu des explications, mais alors celle-là, je l'avais jamais entendue. Un pari. Ouais, c'est 2020, pour passer à l'année 2020, du coup, ça faisait un mois que le fameux reportage sur Netflix était sorti. Alors c'était Game lequel ? Changers. Game Changers. Game Changer, oui, où Tout on à suit fait. le parcours d'un, il me semble, c'est un combattant de MMA Il y en a qui se plusieurs. blesse et qui ensuite revient. Plusieurs athlètes de ouais. différentes qualités de sport. Il y a des Foot qualités de américain sport, qualités de réactivité, les sports d'endurance. Haltérophile aussi, je crois. Haltérophile. Ouais. Et C'est un où, documentaire qui montre qu'on peut être vegan et vegan sportif et de haut niveau. performant. Exactement. Et donc, du coup, avec un pote sportif, un nouvel an, on se dit, allez, on tente un mois. Et en fait, je fais le premier mois. 4 jours, ça change la donne.
moins dormir, faire beaucoup plus de bornes. Donc l'équation parfaite pour moi. Et le fait est que 2 mois après ce mois de challenge, on était en confinement. Et donc là, du coup, j'ai eu le temps de me renseigner, savoir ce qu'il fallait faire, de me former aussi à la cuisine pour un peu varier les différents menus. Et j'ai fait le switch à ce moment-là. Ok. Et depuis, pas de regret. Ça nuit pas visiblement à tes performances. Tu es toujours à très haut niveau en swimrun. Ça m'a plutôt bien servi parce que du coup, il y avait l'équation que je disais juste avant. Et puis après, j'avais un autre sujet, c'est que j'étais très assujetti au reflux gastrique. D'accord. On saura tout. On saura tout aujourd'hui. complètement arrêté. Tu fais plus cacamou du coup? Alors cette partie-là, c'est un autre sujet. Les reflux, c'est dans l'autre sens. Ah oui, les reflux gastriques. Oui, je sais pas pourquoi j'ai assimilé ça au bas du corps. Bon, ouais, tu vas voir, Anthony, je pars de loin au niveau médecine. Non, mais tout va Reflux bien. gastrique, cacamou. J'associe les deux. Juste Si pour ça que... remonte jusque-là, c'est que c'est mauvais. Alors, juste pour que ce soit clair pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde n'est pas forcément spécialiste de ce sujet, végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson, mais des produits laitiers, des œufs, du miel, enfin des produits animaux. Les végétaliens, c'est aussi ce qu'on appelle les véganes, c'est aucun produit animal, donc pas de viande, pas de poisson évidemment, mais pas non plus d'œufs ni de fromage. C'est pas la même chose. Et puis il y a aussi les pesco-végétariens qui correspondent un peu à vous deux, Thibaut et Anthony, j'ai l'impression. Eux, pas de viande, mais du poisson. Et puis les flexitariens, c'est juste les personnes qui essayent de réduire leur consommation de produits animaux sans arrêter d'en consommer. Alors avant d'entrer dans le détail, on a plein de questions pour vous deux évidemment. Je voudrais juste vous montrer une image très symbolique que j'ai ici sur mon iPad. C'est cette image. Voilà. J'imagine que vous la reconnaissez. Cette photo, c'est la photo du podium de l'Ultra Trail de Chianti, une course UTMB qui a eu lieu en mars. Le vainqueur, il est au milieu, Jim Wemsley, l'Américain. En deuxième, vous avez la légende de l'Ultra Trail, qui est donc à droite sur la photo, Kilian Jornet. Et en troisième, le Français Vincent Bouillard, qui est à gauche et qui a remporté l'UTMB à Chamonix l'année dernière. Alors leur point commun, en plus d'être des athlètes incroyables, c'est qu'ils sont tous les trois végétarien pour Kilian et Jim et quasi végé pour Vincent. Les trois premiers donc, de cette course mythique et réputée assez difficile suivent tous un régime quasi exclusivement végétarien. Je crois que c'est un début de réponse à notre question. Est-ce qu'on peut être végétarien et athlète de très haut niveau en sport d'endurance? Thibaut? Oui, complètement. Pour avoir côtoyé Kilian depuis quelques années et quand il était au Team Salomon, il défendait déjà un peu ça. Et il a toujours été performant comme ça, donc la question s'est rarement posée, en tout cas chez nous. Anthony, qu'est-ce que ça t'inspire, cette image? Ça montre déjà une évolution des consciences. C'est vrai qu'en nutrition, souvent, on a un peu cette image du poids de la viande, des produits animaux. Après, la question aussi, c'est est-ce qu'on peut être performant ou est-ce qu'on doit... est-ce qu'on peut être végétalien ou végétarien et performant ou est-ce qu'on doit être végétarien pour être performant? Et là, je pense qu'il y a de la nuance à apporter, quoi. Ouais. Ça, on y viendra un peu plus tard sur ce que ça peut apporter en termes de performance d'être végétarien. Mais en tant que nutritionniste, est-ce que tu nous confirmes que c'est compatible? Est-ce qu'on peut vraiment être à très haut niveau, faire un marathon dans le top mondial ou faire des ultra-trails à très haut niveau et être végétarien sans avoir de carence ou de faiblesse? Là, déjà, on a la preuve, entre guillemets. Après, c'est pas parce que c'est fait par certains que c'est forcément faisable pour tout le monde, mais oui, bien évidemment. Et puis, surtout, le fait d'être végétarien, tu parlais des œufs, des produits laitiers, etc., ça permet d'avoir un certain nombre de micronutriments qu'on n'aura pas pour les gens qui vont être véganes ou végétariens. Donc, en fait, la marge de manœuvre n'est pas du tout la même. Et globalement, il y a peu de risques avec un minimum de précaution, un minimum de sensibilisation nutritionnelle, ça se fait bien, ouais. Les carences, c'est une légende? En fait, oui et non. C'est-à-dire Dire tu manques de fer, tu manques de protéines, moi c'est ce qu'on me dit souvent, mais où est-ce que tu trouves les protéines, le fer, tout ça? si on parle d'un végé en tant que tel, tu vas avoir, on parlait des légumineuses, des oléagineux, des produits céréaliers complets. Et là, je parlais plus du végétalien et pas du végétarien ou autre. Mais même sur les études épidémiologiques, on voit que finalement, le déficit quantitatif en protéines, il n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'on a cette image qu'on ne va pas apporter assez de protéines. Et finalement, ça peut être le cas. Avec le sportif, on va augmenter les besoins parce qu'on a une dépense qui va être liée à l'utilisation musculaire, à l'utilisation énergétique. Donc, on a un besoin qui est un peu plus important. Mais ça peut complètement être couvert. Et quand tu parles de besoin, c'est un besoin spécifique par rapport... Je reste sur le sujet vraiment des athlètes, pas forcément au niveau, mais quand on s'y met et qu'on est végétarien, est-ce qu'il y a un apport en particulier qu'il faut faire attention d'amener en conséquence? Au niveau parce qu'on est dans ce...
ou globalement? Qu'importe. Au niveau des C'est là où macronutriments la distinction entre végétarien et végétalien est vraiment importante. Parce qu'effectivement, si tu es végétarien, tu as des œufs notamment, et dans les œufs, tu as la choline, tu as la vitamine B12, tu as des protéines. C'est une filière bleu blanc cœur ou une filière qui va apporter des oméga 3. On va aussi avoir des oméga 3 de qualité. Donc finalement, toutes les problématiques qu'on a chez une personne qui va être végétalienne, on ne l'a pas chez un végétarien. Et quand tu es sportif, ces besoins augmentent un petit peu, mais pas beaucoup. Et naturellement, tu vas augmenter tes apports parce que tu te dépenses plus au niveau énergétique. Et si tu as là aussi un minimum d'équilibre, tu peux tout à fait couvrir tes besoins. Et ça demande juste d'avoir un minimum de culture nutritionnelle. Thibaut, dans le trail et l'ultra, autour de toi, est-ce que tu connais de plus en plus d'athlètes qui réduisent la viande ou qui carrément deviennent végétariens, voire véganes? Beaucoup de gens le font déjà pour être en bonne santé. Après, des végétariens purs, par exemple, dans notre équipe, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 2 sur 20-25. Ouais. Ça existe mais quand même. Oui, ça existe. Et il y a quand même une tendance à réduire la voilure sur les produits animaux, et notamment la viande. Dans le triathlon, Fred et Charlotte, il y a aussi des athlètes qui prennent cette voie-là, du végétarisme, voire du véganisme. Ouais, je pense que c'est exactement le même constat dans ce sport d'endurance aussi en triathlon. Prise de conscience globale sur l'aspect performance, l'aspect écologique aussi. Et tout le monde va sur ce chemin-là, chacun à sa vitesse. Et t'en connais, toi, autour de toi, des athlètes qui sont végés 100% végé, moi je connais pas, c'est pareil, c'est plutôt des tendances flexitariens ou pesco-végétariens. Quand vous entendez Anthony dire oui, on peut être à très haut niveau et être végétarien, est-ce que ça vous tente? Moi, comme tu disais, c'est surtout cette photo, et comme tu dis, Anthony, est-ce que être végétarien, ça te permet d'être plus performant? Et c'est peut-être là qu'il y a une prise de conscience aussi. Eh ben alors, posons la question. Anthony, ça tombe bien, on l'a sous la main. Est-ce que être végétarien, ça permet d'améliorer des performances? Alors directement non. En soi, par contre, c'est toute la culture qu'il y a derrière. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui vont se mettre à être végétariens vont s'intéresser un peu plus à la qualité de la nutrition. Ouais. Et là, est-ce que la nutrition permet d'être plus performant, en tout cas d'optimiser ses performances? Oui, mais souvent, les personnes partent de très loin. Et le fait d'avoir l'argument végétarien fait qu'ils vont s'intéresser, on parlait des légumineuses, des oléagineux, des huiles de qualité, etc. Donc en fait, ils vont optimiser leur capacité naturelle par le biais en fait de la sensibilisation. Donc après, est-ce qu'il faut être végétarien pour être performant? Non, en tout cas, on n'a pas de données dans ce sens, mais ça permet en fait de s'approprier un sujet qui est un facteur de performance, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui revient des fois, c'est les viandes rouges, c'est des toxines. Oui. Du coup, devenir végétarien, ça évite ces toxines. Et donc pour le sport et le sport de haut niveau, ça va améliorer les perfs et permettre de mieux récupérer. Ouais. Alors là, ça dépendra de l'origine de l'élevage, tu vois, par exemple, mais sur des toxines à proprement dit, c'est pas vraiment le cas. Après, tu as ce qu'on appelle des intrants, des résidus qui peuvent être présents. Ça, c'est certain, mais ça ne joue pas directement sur la performance. Par contre, si on parle du mode d'élevage, c'est quand tu as une vache qui a été broutée de l'herbe, du foin en pâturage, elle va avoir beaucoup plus d'oméga 3, ce qui fait que nous, si les personnes mangent des produits animaux, ils vont se retrouver avec plus d'oméga 3, à l'inverse, qui est d'une vache qui a été élevée avec des tourteaux de soja, de maïs, etc. De manière industrielle. De manière industrielle, exactement. Ouais. Là, tu as beaucoup plus d'oméga 6, et du coup, beaucoup plus d'oméga 6 à longue chaîne dans le produit animal, et c'est ce qu'on cherche à éviter. Donc en étant végétarien, tu réduis cette quantité-là. Donc, au-delà de la question de réduire la viande, c'est aussi intéressant de creuser sur l'origine des viandes qu'on consomme, quoi. Savoir comment ça a été élevé, est-ce que c'était en plein air, est-ce que c'était de manière un peu artisanale à petite échelle ou industrielle, ça a un impact sur la qualité nutritionnelle de la viande. Et j'ai envie de te dire, même à la limite, pas plus, mais au moins au même niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pléthore de données scientifiques qui montrent justement l'impact de ce que va manger l'animal sur la qualité de sa santé, si on parle déjà du bien-être animal, mais de sa chair si la personne mange le produit au final, et du coup sur la qualité nutritionnelle pour la personne au final. Ouais. Et moi, je retiens un sujet aussi, c'est que tu dis que tu t'es formé, tu parles beaucoup de gens qui s'alertent et sont plus sensibilisés à ce sujet-là. C'est quand on parle de végétarien, c'est déjà très compliqué. Il y a plein de définitions de différents régimes. Même là, on voit avec des experts à droite à gauche, ils ont aussi des idées préconçues. Comment on peut faire cette bascule? Est-ce que toi, tu as été accompagné, Thibaut, pour faire ça? Du coup, tu parlais d'Anthony et de ses formations. Ouais, après, j'ai eu la chance d'avoir un passé paramédical avec mon diplôme de kiné, et du coup, en post-grade, d'aller m'intéresser, déjà pour moi, ma santé, régler des problèmes de santé,
m'intéresser à comment je pouvais les régler, notamment par la nutrition. Et c'est là que j'ai rencontré notamment Anthony. Donc je me suis formé. Et c'est vrai que dans le milieu, il y a quand même une sensibilité de plus en plus accrue à comment être en meilleure santé, on va dire, par l'alimentation, notamment dans les sports d'endurance. Et si du coup on n'est pas déjà dans le milieu et qu'on est plutôt d'un regard externe, comment on peut aider les gens justement à s'informer et à prendre les bonnes décisions? Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, tu as plein de personnes qui veulent s'intéresser au sujet, qui disent, bon, je vais devenir végétarien, ou peu importe le modèle qu'ils vont appliquer, on peut parler de cétogène, etc. Et puis qui vont un peu la fleur au fusil, et qui n'ont pas, en fait, cette sensibilité de départ. Et là, on a des carences, là, on a des déficits qui sont importants. Mais c'est pas lié, en fait, au modèle, c'est lié à la façon de l'appliquer et à la culture associée, quoi. Alors justement, quand on est végétarien et qu'on est athlète, que ce soit à un niveau amateur ou professionnel, à quoi il faut faire attention? À partir du moment où la personne mange des œufs, notamment, c'est vrai que c'est une mine d'or nutritionnelle. On va retrouver la B12, on va retrouver les oméga 3 à longue chaîne qui sont des critères importants. On va retrouver du zinc, on va retrouver du fer également. Alors pas sous une sur une forme très assimilable, mais Jusqu'à combien d'œufs par jour on peut manger? alors On est là, végétarien, parce que moi j'en mange un paquet. C'est la question. Non, mais parce que c'est vrai ça qu'on est végé, l'œuf, pour moi, c'est une source de protéines importante. Je dois en manger 3 ou 4 par jour. Et on m'a souvent dit, attention, faut pas en manger trop, etc. Qu'est-ce qu'il en est? aujourd'hui, tu n'as aucune publication qui donne un lien de causalité entre la consommation d'œufs, de cholestérol issu de l'œuf, et le risque athérogène, c'est-à-dire le risque cardiovasculaire. Donc, tu peux manger un œuf, 2 œufs sans aucun problème. Tu as des personnes qui sont dites hyper répondeurs. On voit qu'on a un taux de cholestérol qui augmente un petit peu, mais c'est pas pour autant un risque cardiovasculaire. Et là où c'est intéressant d'être sur un modèle plutôt flexi ou végé, c'est que en fait, on va augmenter l'apport en antioxydants qui vont protéger en fait de l'oxydation de ce qu'on appelle le LDL cholestérol, un peu comme étant le mauvais cholestérol à tort. Ok. Et donc c'est un facteur de protection, même si ton taux de LDL augmente un petit peu. Donc en clair, tu peux manger 2 œufs, 3 œufs sans aucun. Ouais, il y a quand même un paramètre à vérifier Ouais. pour. Alors idéalement, on va nous doser ce qu'on appelle le taux de LDL oxydé. Ce que fait rarement en fait le médecin généraliste Oui. là-dessus. Et effectivement, ça demande quelques précautions, quoi. Après, sur les œufs, je rejoins un peu ce que tu disais sur l'origine animale tout à l'heure. Tu as parlé d'un label aussi. Je pense que c'est important parce que même si on mange 1 ou 2 œufs tous les jours et qu'il n'y a pas de problème, il faut quand même respecter peut-être certaines... Sur les œufs, pardon, Ouais, mais les je poissons, saisis la en fait, balle au bon, mais les sur avions, les œufs, il y a un moyen très simple de savoir d'où vient l'œuf, c'est le numéro qui est sur la coquille. Sur tous les œufs, il y a une réglementation imposée, donc ils sont obligés d'indiquer l'origine et il faut acheter les œufs 0 ou 1. En gros, 0 c'est bio, donc c'est forcément plein air et ça veut dire que les poules pondeuses sont alimentées avec des aliments bio. Tu parlais du Rebondir label sur l'œuf bleu, blanc, aussi, cœur. forcément. Voilà, en fait, il y a plein de choses à dire autour de l'œuf. En fait, c'est un sujet à part entière, qui peut être un sujet d'émission. Mais non, plus sérieusement, effectivement, tu as le bleu, blanc, cœur, où en fait, ils vont enrichir l'alimentation de la poule, notamment en graines de lin. Et chez les personnes qui sont végétariennes, un des risques de déficit, c'est ces fameux oméga 3 à longue chaîne qu'on appelle le PA et le DHA. Et quand tu manges un œuf qui est issu de cette filière, tu as une teneur qui est très intéressante. Donc si tu en manges 2 par jour, tu couvres ton besoin. Et tu n'as même à la limite pas besoin d'aller manger des sardines, des maquereaux, des petits poissons gras ou autres. Mais c'est un moyen pour les consommateurs d'avoir justement cette garantie, parce que c'est vraiment un cahier des charges qui est établi sur une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on garantit une teneur minimale sur un critère qui est hyper important pour la santé et un risque de déficit. Alors juste sur les labels, il faut aussi se méfier de ce que ça cache. Notamment le label bleu blanc cœur avait été épinglé par l'association L214 pour des élevages de cochons, je crois, qui avaient le label bleu blanc cœur et qui étaient absolument abominables, avec des cochons maltraités dans des conditions horribles. Donc il faut aussi se méfier des labels. Moi j'ai tendance à dire que le seul label auquel on peut vraiment se fier, c'est le label bio, parce que c'est le plus restrictif, c'est là où les contrôles sont les plus importants et où on est sûr que les animaux sont traités de la meilleure manière possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de maltraitance, mais qu'en tout cas, c'est le plus strict, parce qu'il y a beaucoup de labels, dont bleu blanc cœur, qui garantissent pas sur la question du bien-être animal. Trouver les deux. Voilà, ça c'est un sujet très intéressant parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête des gens à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a le côté élevage, la condition de l'animal, et puis le côté nutritionnel. Ouais. Et si on prend un œuf bio, par exemple, sur le profil oméga 3, oméga 6, ça va être le même profil qu'un œuf issu de poules qui a été élevé en batterie. Donc l'intérêt du bleu blanc cœur, c'est juste qu'il va garantir le côté oméga 3, mais absolument pas, effectivement, la filière en tant que telle sur les conditions de l'animal. Donc l'intérêt, c'est d'avoir les deux.
idéalement. C'est-à-dire que tu as le label bio et le label Bleu Bunker, où tu as tes propres poules à qui tu donnes 10% de graines de lin. C'est ton cas, je crois. Ouais, j'ai 5 poules. Mais, ça, c'est le mieux, c'est sûr. ouais, oui, Si tu leur donnes des graines d'œufs. mais c'est pour ça que je dis que le sujet, il est long. C'est quoi? On a des publications aujourd'hui, y compris en France, où on voit que les poules qui sont en périurbaine, en zone périurbaine ou autre, picorent forcément dans les sols, et on a des dioxines, des PCB dans les sols. Donc on se retrouve avec malheureusement des œufs qui sont plus contaminés en polluants, parfois, ce qu'on appelle les POP, par rapport à des œufs de poules qui sont élevés en batterie. Bien évidemment, ça justifie pas d'aller vers des œufs de poules de batterie, mais ça montre en fait la complexité du sujet, et effectivement qu'on peut pas se réfugier derrière un label en espérant qu'il couvre tous les cas. Il y a effectivement des zones où c'est déconseillé carrément de manger les œufs des poules élevées dans les jardins, quoi. Voilà. Je voudrais juste qu'on écoute le témoignage d'un athlète dont on a parlé au début de ce podcast et qui est concerné par le sujet puisqu'il est lui-même quasi végétarien. C'est Vincent Bouillard, qui a donc remporté l'UTMB à Chamonix l'année dernière. Et je lui ai demandé de nous parler de son végétarisme et de comment il cumule ça avec sa pratique du trail à haut niveau. Depuis pas mal d'années maintenant, une alimentation à très grande majorité végétarienne, pas végane. Je consomme des produits laitiers, des œufs, du miel, mais c'est vrai que viande, poisson, ça reste exceptionnel, donc un rythme quelques fois par mois maximum. Donc c'est essentiellement légumes, légumineuses, féculents évidemment, équilibrés, de saison et bio au maximum. Ça s'est fait progressivement, à la fois par goût et par prise de conscience environnementale aussi, au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de données et de communication sur les impacts des industries de la viande, des industries maritimes, dans l'impact global de nos régimes alimentaires. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas eu de problèmes de santé outre mesure, de carences disproportionnées liées à mon alimentation à grande dominante végétarienne. Il y a vraiment de plus en plus à la fois d'exemples dans le haut niveau et de données sur des régimes très équilibrés et sains pour la santé, dans des régimes soit totalement, soit dominantes végétariennes, voire même véganes. On l'entend, Thibaut, Anthony, lui, il dit qu'il n'a pas vu d'impact négatif sur sa performance. Toi, Thibaut, quand tu as arrêté la viande, tu as senti un changement dans la manière de courir ou dans ton énergie? Plus qu'arrêter la viande, je pense que c'était plus une reconstruction de mon modèle alimentaire. Donc, je peux répondre oui, mais ça va pas être que par le fait d'enlever de la viande. Ça va être plutôt, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir plus d'antioxydants, par exemple. Donc, dans ton assiette, au lieu d'avoir une grosse part de viande et de féculents, tu as une plus grosse part de légumes et finalement d'antioxydants. Ça a été déjà un premier pilier fort pour moi. Et le deuxième, ça a été d'augmenter mes apports en oméga 3. Et le fait aussi de diminuer, en fait, finalement, ça te fait un nouveau modèle qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus santé. Et du coup, tu peux être aussi plus performant par là. Et tu pointes les oméga 3, tu as aussi pris des compléments par rapport à ça chimiques? Non, ça a été vraiment que par l'alimentation. Et ma première complémentation d'oméga 3, je l'ai faite il y a 1 mois là, que j'ai commencé. Et c'est la première fois en 10 ans que vraiment je complémente en oméga 3. Et pourquoi du coup t'as eu une carence, t'as identifié quelque chose? Alors oui, sur une carence, mais pas directement en oméga 3, plutôt sur une descente du fer. Et du coup, on joue sur l'oméga 3 pour que la cellule, enfin, Anthony en parlera peut-être mieux que moi, mais que je perde moins de fer, en tout cas à l'effort. Mais voilà, c'est vraiment parce que j'ai fait des prises de sang et qu'on a noté des carences que je vais jouer sur ce côté complémentation. Une journée de repas de Thibaut Barognan, ça ressemble à quoi? Tu manges quoi le matin, le midi et le soir, en gros? Ça dépend. Pour faire des fois, ils ne mangent pas du tout. Donc, oui, c'est vrai que tu sors d'une période de jeûne assez longue, mais en période normale, pour la réponse. ça ressemble à quoi? Déjà, je suis dans ma cuisine, parce que j'adore cuisiner. Et je pense que c'est un des points essentiels pour sa santé, c'est de passer du temps en cuisine, même si c'est très simple. Le petit-déj, je suis assez classiquement sur mes œufs du matin, un petit porridge, lait d'avoine, flocons d'avoine, fruits oléagineux. Si je prends du pain, c'est plutôt pauvre en gluten, de la purée d'oléagineux avec. Le midi? Et le midi, après, c'est classiquement beaucoup de fruits et légumes, comme Vincent disait, de saison, bio, que je vais cuisiner moi avec des épices, etc. Donc ça va varier un peu en fonction des saisons. Si je prends une protéine animale, par exemple un petit poisson, des œufs plutôt le midi,
Et puis le soir, plutôt sur une des associations type céréales, légumineuses. Ok, céréales légumineuses le soir. Ou alors une légumineuse le midi, une céréale le soir. J'essaye de faire attention Légumineuses, à lentilles par l'association. exemple, ou pois chiches. Voilà, exactement. C'est validé par le nutritionniste C'est Anthony. On va 20 sur 20. discuter de certaines choses. Quoi par exemple? Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est parce qu'on se connaît bien, je me permets. Mais en fait, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la carence en oméga 3. Ouais. En fait, on peut faire ce qu'on appelle un profil en acide gras érythrocytaire. Donc, en fait, un Ouh là là, ouais. qu'est-ce que ça veut dire ça? Et tu mesures la qualité des graisses dans tes globules rouges, en fait. Et c'est un très bon mouchard des 3 derniers mois, en gros, de tes Ok. apports en lipides. Et ça se fait comment ça? Dans un labo? Prise ou- de sang, ouais. Prise de sang. Voilà, il faut juste que tu aies un médecin ou un prescripteur qui sache l'interpréter. Ok. Et en fait, ça va être un très bon mouchard, non seulement de ce que tu manges en termes de graisse dans les 3 derniers mois, mais aussi de la façon dont tu les métabolises. D'accord. Et là, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui est intéressant par rapport à l'exemple de Thibaut à ce niveau-là, c'est que 98% de la population française manque d'oméga 3 à longue chaîne, ce qu'on appelle le PA et le DHA. Mais donc pas que les végétariens et les véganes. Pas quoi. du tout. Et au contraire, les Français. en fait, justement, les personnes qui revoient leur alimentation plutôt de manière qualitative et en diminuant les produits animaux ont globalement tendance à avoir leur profil qui peut améliorer. Mais il y a une grande différence entre diminuer et s'intéresser encore une fois à la qualité de l'alimentation de la personne qui va arrêter tout du jour au lendemain et sans sensibilité de départ. Donc quoi. si ça m'intéresse, ce test, qu'est-ce que je dois demander au Un laboratoire? profil en acide gras érythrocytaire. Un profil en acide gras érythrocytaire. Voilà, si vous nous écoutez, que vous nous regardez, que vous voulez savoir quelle est la qualité de la métabolisation des graisses que Ouais, vous avez ouais. mangées, c'est C'est un ça? très très bon mouchard vraiment Ok. de ce que tu manges et de la façon dont tu l'utilises. Ça permet de réajuster ensuite. Exactement. Ouais. Est-ce que le végétarisme ou le véganisme a un impact sur la récupération, Anthony? Bah, pareil, là, c'est en fait ce dont on manque, ça serait d'avoir une cohorte avec des gens qui mangent végétarien et de mauvaise qualité, et des gens qui mangent végétarien et de bonne qualité. Ouais. On n'a pas ces données-là. Donc en fait, on ne peut pas isoler le critère végétarien sur la performance en tant que telle. Mais je reviens encore et toujours et à ce que tu dis, au fait de se sensibiliser plus à la qualité de l'alimentation. Et là, oui, ça va être un facteur de récupération. Et déjà, ne serait-ce que sur les questions de protéines animales dont on parlait tout à l'heure, la population générale, elle mange statistiquement 2 fois trop de protéines animales par rapport aux protéines végétales. Ouais. Donc rien qu'en réajustant ce curseur, sans même parler de bien-être animal, d'aspect écologique ou autre, sur la partie santé, c'est un facteur qui est positif. Mais pour répondre à la question précise végétarien et récupération, il y a trop ce qu'on appelle les facteurs de confusion, trop de biais dans les études pour te dire que c'est ça et c'est pas le modèle associé en fait. Et pour le coup, il y a des pour le coup, il y a des produits dont on sait qu'ils sont nocifs. C'est le cas notamment de la charcuterie, Oui. de tout ce qui est viande rouge transformée. Ça, c'est reconnu comme cancérogène probable par le Centre CIRC. international de lutte contre de recherche sur le cancer. Ouais, Donc ça, pour le coup, c'est des aliments, on sait qu'il vaut mieux s'en passer, quoi. Clairement, et surtout, on parlait du côté élevage tout à l'heure, c'est-à-dire quand c'est des élevages intensifs, tu accentues cette histoire de rapport oméga 3 au oméga 6, comme de manière générale les produits ultra transformés, ce qu'on appelle aujourd'hui les AUT, ou l'acronyme aliments ultra transformés. On sait que c'est un facteur délétère sur la santé, sur pas mal d'éléments. Donc, tu vois, dans l'exemple que tu donnais, c'est-à-dire tu parles d'épices, de polyphénols, d'antioxydants, de fruits, de légumes, de légumineuses, etc. Donc en fait, tu as une densité micronutritionnelle qui est beaucoup plus importante. Et un point hyper important que tu as cité, c'est que tu es en cuisine et tu vas te mettre à faire la cuisine. Et ça, c'est déjà Ça change tout. un gain énorme. Plutôt que d'aller acheter des plats déjà préparés où tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les personnes qui mangent végétalien, donc qui mangent totalement végétal, mais des aliments ultra transformés, développent des facteurs de risque. On a par exemple des carragénanes ou des texturants qu'on sait mauvais pour justement ce qu'on appelle le microbiote intestinal, la muqueuse intestinale. Donc, ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'on aille vers un véganisme, vers un végétarien, j'insiste beaucoup sur la culture de l'alimentation et d'avoir les bons réflexes. Parce qu'en fait, on se retrouve avec beaucoup de véganes ou de végétaliens qui sont en déficit nutritionnel, non pas parce que c'est obligatoire, simplement parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité. C'est pas parce que c'est végétarien ou vegan que c'est forcément sain. Et ça, c'est important de le dire. Ce qui compte, c'est d'avoir un régime équilibré, quel que soit le régime qu'on choisit. Ça peut marcher pour, transformer, tu vois, c'est vraiment les produits transformés. Alors, là-dessus. on l'a Puis aller en cuisine, ça veut pas forcément dire que tu vas y passer des heures. Il y a des
des façons très simples de cuisiner de manière saine et rapide. Et maintenant, on voit plein de recettes. Hein, mais Toi, tu fais des super galettes à l'avoine, là. C'est très bon. Ouais, Ouais, je c'est fais des très bon. steaks végétaux et tout, mais c'est hyper rapide. Moi, Un stage de triathlon avec Fred et Charlotte, je vous le conseille, c'est super. Tu évoquais la bascule pour des gens qui désireraient passer végétarien ou même vegan ou végétalien. Est-ce qu'il y a un rythme à suivre? Est-ce qu'il faut y aller progressivement? Est-ce qu'il faut y aller du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a une contre-indication à... Aucune. C'est juste des précautions à prendre. Donc l'idéal, c'est d'être avec un professionnel de santé qui va te donner les bons réflexes au départ. On va peut-être faire une biologie, une prise de sang pour vérifier un certain nombre d'éléments. La vitamine B12, par exemple, dont on parle beaucoup, c'est vrai qu'on a un stock qui va être très long. Donc avant que tu aies une chute, tu peux manger déséquilibré et ta prise de sang va être normale. Donc c'est des petites précautions qu'on va regarder, mais tu peux basculer du jour au lendemain sans problème. Toujours est-il qu'il faut trouver un spécialiste de santé ouvert sur ces questions-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de médecins, de nutritionnistes qui restent un peu avec les cadres d'avant et qui disent non, il faut manger tout, absolument, il faut de la viande. Et alors qu'on a, encore une fois, beaucoup de données épidémiologiques, on commence à avoir vraiment des données solides qui montrent qu'il y a beaucoup de préjugés à ce niveau-là et qu'on peut faire bien. Maintenant, on revient toujours à la même chose. Donc je donne ton numéro de portable personnel, 06 85. Non, je plaisante, mais vous saurez où trouver Anthony si vous avez besoin. On l'a vu, on peut vraiment performer, voire réaliser de grands exploits sportifs sans manger les animaux. Nos amis Ultra Trailers nous l'ont montré. Hugo, toi, tu as même dégoté des records du monde, je répète, détenus uniquement par des végétariens, voire des véganes. Effectivement, j'en ai pris quelques-uns qui ont un peu retenu mon attention. Sur combien de mètres vous pensez être capable de tirer un piano? C'est lourd, un piano. Sur combien de mètres? Si on se met à deux ou... Seul. Je sais pas s'il va bouger, moi. Avec des roulettes? Je sais pas, honnêtement, aucune idée. Eh ben, Patrick Baboumian, c'est l'homme le plus fort d'Allemagne, un Allemand ukrainien, qui l'a tiré sur 10 mètres. C'est quoi cette épreuve? 552 kilos. Combien? 552 kilos. Ah ouais. Il a fait ça en 2018 à Toronto et il a tiré ça sur 10 mètres. D'accord. Et pourquoi je vous parle de lui? Il est végétarien? Il est vegan. C'est un fervent défenseur du sujet vegan. C'est quelqu'un qui travaillait énormément pour la cause animale et qui, par son sport, l'haltérophilie, à un moment a tout remis en question en se disant « je ne vais pas juste travailler pour l'animal, je vais aussi arrêter de les manger, je vais déplacer des pianos ». Et du coup, a fait cette bascule-là pour pouvoir justement être vraiment en complet alignement avec ses valeurs. Donc il est devenu l'homme le plus fort d'Allemagne, il a été sacré homme le plus fort d'Allemagne. Et pourquoi il est hors norme, ce sportif-là en particulier? Moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est que c'est souvent quelque chose qui est complètement en dichotomie. C'est-à-dire que dans la tête des gens, tout ce qui est force et gros muscles, ça veut dire viande. Ouais. Et pour le coup, lui, full vegan, et ça n'empêche pas d'être du coup haltérophile et réalisateur de sacré record du monde. Mais c'est ça, c'est vrai que le végétarisme, il est plus facilement associé à Kylian Jornet, au sport d'endurance, au profil assez fin, longiligne, aux gars très costauds, très musculeux. Là, il montre que c'est possible. Complètement possible. Si on fait l'inverse et que je vous dis Joe DeMarco, qu'est-ce qu'il aurait pu battre comme record? Joe DeMarco, ça c'est la course la plus longue. Un petit indice, c'est un ancien culturiste du Massachusetts. Culturiste. Ah, mais du coup, le développé couché? Pas très loin, les pompes. Les pompes? Ah ouais. Les pompes en 12 heures. Combien de pompes il aurait fait en 12 heures? Comment ça? C'est-à-dire pendant 12 heures, il a fait des pompes? Pendant 12 heures des pompes, combien il aurait été capable d'en faire? Une toutes les 2 secondes. On n'est pas loin. 10 000. Non, une toutes les 2 secondes. Ah oui. En 12 heures? 10 000 en 12 heures. En 12 heures. Il a fait 21 008 pompes J'allais dire 32. en 12 heures. Ça fait 29 pompes par minute et quasiment une toutes les 2 secondes. Et c'est un record du monde. Et ça, c'est un record du monde. Et il est? Et il est vegan. Et il a appelé son chien Bouddha, justement. Et il l'a Et ça, dédié c'est une à son chien information Bouddha. que vous qui nous écoutez et nous regardez êtes ravis de connaître. Joe DeMarco, un chien qui s'appelle Bouddha, et il fait 21 000 pompes en 12 heures. Exactement. Bon, enfin, tout ça, en tout cas, ça montre qu'on peut détenir des records assez étonnants et assez exceptionnels. Même sur des sports de force. Même sur des sports de force. Mais finalement, quand on regarde la nature, c'est pas si étonnant que ça, parce que quand vous regardez les animaux, les plus forts, finalement, c'est les éléphants, les rhinocéros, les gorilles. C'est que des animaux végétaliens, quasiment. Oui, et puis ceux qui mangent Herbivores. d'autres animaux, c'est pas 3 fois par jour non plus. Non, effectivement. Donc quand ils chassent, même pour les flexitariens, je dirais, on est aussi sur une consommation de viande ultra limitée. Ouais. Donc par rapport à ce qu'on fait
encore. Et c'est vrai qu'on a, Parfois. on a cette image de masse musculaire liée à la viande, Anthony, alors que c'est pas du tout le cas. On peut être très massif musculairement et ne pas manger de viande. Ouais, et puis alors une petite anecdote à ce sujet-là, quand on regarde les modèles traditionnels alimentaires, on voit que plus on s'éloigne de l'équateur, plus on a une latitude qui est élevée, plus la proportion de produits animaux va être importante dans l'alimentation, et plus on est à faible latitude, plus la proportion de végétal va être importante. On a parfois du 80-20, c'est-à-dire 80% de végétal, 20% à peine de produits animaux, voire moins. Anthony, c'est l'heure de notre interview tapis. C'est toi qui as été désigné unanimement par l'équipe pour... oui, en fait... Même moi, j'ai voté. Thibaut lui a demandé « Est-ce que tu veux faire l'interview tapis ?» Il a dit non, mais Anthony est OK. Donc, c'est l'heure de l'interview tapis. Je te laisse aller te mettre en tenue de course. Non, tu n'as pas le choix. Ça va bien se passer. Et tu vas partir t'échauffer. Je reviens vers toi dans 5 minutes pour commencer l'interview tapis. Donc, bon échauffement et commence à faire monter le cardio. Thibaut, c'est quoi les objectifs cette saison ? Je vois que tu es blessé au pouce déjà. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une période compliquée là physiquement, Ouais. où j'enchaîne un peu les petits bobos, donc pas très grave, mais je cours un peu après ma forme. Donc là, l'essentiel va être de retrouver mon intégrité physique et de pouvoir reposer un peu les bases de l'entraînement et me retrouver en forme pour être performant. Donc, il va falloir que je switch un peu mon planning, mais la saison est longue, donc il y a plein de belles courses encore à venir. L'objectif premier, c'était d'aller sur l'UTMB. Donc si ça ne sera pas 2025, ça sera 2026 en faisant les choses mieux. Donc là, tu as fait le deuil de l'UTMB cette saison. Je suis en cours. Non, je suis en réflexion. Ce matin, dans le train, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup là, et je cours un peu après ma forme, et je pense que je vais revoir un peu mon planning. Ouais. Là, ça fait quelques semaines que je force un peu. Tu sens que ton Et corps, que la il vie dit... me rappelle, Ouais. et que mon corps fatigue, et tu vois, une luxation de pouce, un adducteur qui lâche, j'ai eu un petit accident à vélo. Des enfin, petits signes. Voilà, des signes de plus en plus importants C'est des qui font messages. qu'à un moment, tu vas rentrer dans le mur. Comme je disais à Hugo récemment, qui a une petite blessure aussi. Oui, j'ai le dos bloqué, si vous voulez tout savoir, et une petite tendinite au genou. Mais sinon, ça va. C'est des messages qui vont habituellement dans la corbeille ou dans la catégorie spam indésirable. Mais à un moment donné, il faut quand même les ouvrir et Voilà. écouter un petit peu. Par rapport au sujet nutrition du jour, du coup, est-ce que pour cette période un peu de remise en état de forme, tu vas avoir des focus particuliers? Ouais, bah après, c'est vraiment la nutrition, c'est pour moi un gros pilier de la performance, et c'est vraiment ancré dans mon quotidien maintenant. Et on parlait tout à l'heure un peu de changement, et je pense que pour avoir un changement ancré dans le quotidien, et je crois que c'est ce qu'Anthony dit un peu, c'est qu'il faut 2 ans. Donc si demain je deviens végétarien, pour que mon modèle alimentaire soit ancré et que ce soit facile d'aller faire des courses et que tu vois que j'y pense plus, il faut 2 ans. Donc moi, c'est ancré depuis un moment, donc c'est sûr que je fais d'autant plus attention quand j'ai des périodes de fatigue. On va vérifier en biologie si j'ai pas des carences qui peuvent être associées à des faiblesses musculaires, tendineuses, etc. Et tu as fait un jeûne récemment, tu penses pas que ça peut être lié Enfin, ça a pu déclencher une petite surfatigue dans cette période un peu difficile ? Non, parce que... Ouais, ou l'inverse. Ouais, je pense que la période, elle date presque de post-UTMB l'année dernière. Et qu'à ma reprise, déjà, j'ai des bobos depuis ma reprise. Et qu'en fait, je les enchaîne un petit peu. Et justement, d'avoir coupé totalement de sport, de sollicitation, voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais c'était finalement qu'une semaine. Ouais. Alors en plus, on n'a pas mangé. Donc en fait, tu mets ton corps vraiment au repos et tu te régénères. Donc ça m'a fait du bien sur le moment, mais en fait, je suis reparti assez vite dans le schéma dans lequel j'étais juste avant. Donc, il aurait fallu que ça arrive à un moment où je me dise, OK, je fais un jeûne, et puis derrière, je reprends 2 mois où je me remets tranquillement pour pouvoir retrouver ma forme. Pour ceux qui nous écoutent, Thibaut, tes conseils nutrition, la semaine avant une course, tu manges quoi ? Avant un ultra ? De moins en moins de fibres. Ok. Et surtout... Donc légumes, tout ça, tu réduis ? Ouais, je réduis la voilure sur toutes les fibres dures. Et puis, je pense que le conseil majeur, c'est de ne pas se gaver la veille. Ok. De ne pas se gaver de féculents et de faire la réserve plutôt sur début de semaine. Ok. Et le jour même de la course ? Et le jour même, vraiment un repas très light, très classique. Quoi, par exemple ? Genre du riz, un peu de tofu, un avocat. Juste, en fait, de pas être à jeun, quoi. Ok. Tu vois, des œufs, des choses qui sont digestes, qui vont pas apporter trop de fibres, pas se gaver. Penser à bien s'hydrater, mais vraiment des choses très simples et que tu as déjà testé auparavant. Quoi. Fred, le jour d'une course ?
le matin même? J'avoue, c'est des très bons conseils. Souvent, il y a des problèmes de digestion. Moi, c'est pareil. Riz complet. Limiter un petit peu l'originalité au final. Ouais. Et faire simple pour favoriser la bonne digestion et l'apport énergétique. Hugo? Moi, je reste plutôt dans la continuité de ce que je fais tous les jours. Et donc, du coup, j'ai un porridge le matin et je le Porridge. fais avec porridge oléagineux et un œuf. Mais est-ce que tu tiens un piano? Et Charlotte? Toi, jour de course, t'es plutôt... Moi, jour de course, je suis un peu comme Thibaut. Le riz, c'est quand même bien. Et c'est vrai que sur longue distance, essayer de limiter au maximum les fibres. Ouais. Les 3 derniers jours avant la course pour éviter tout ce qui est troubles digestifs, c'est Surtout à le pied. conseil numéro 1. Ouais. Je crois qu'Anthony a fini de s'échauffer, donc c'est l'heure de l'interview tapis. Ça va Anthony? Ça va. L'échauffement s'est bien passé? Tout bon. On peut y aller? Je te rappelle rapidement le concept. Bonne réponse, on reste à cette allure tranquille de 8 km/h, petit footing. Mauvaise réponse, j'augmente la vitesse. On va voir combien de temps tu tiens et on va apprendre des choses. C'est parti. Combien y a-t-il de végétariens en France à 100 000 près? 2 millions. Ah, pas loin. 1,4 million. On est à plus de 100 000 près. 32% des Françaises déclarent prêts à ne plus consommer de viande à l'avenir. Un chiffre qui augmente chaque année. En attendant, c'est la vitesse qui augmente puisque c'est pas une bonne réponse. J'adore ce jeu. Ça va pour l'instant? Ça va. Est-ce qu'on peut juste vérifier ton... Tu peux regarder combien c'est? 143. 143, d'accord. Et on est à 10 km/h. Question qui n'est pas dans le quiz, mais c'est quoi le principal problème de nutrition selon toi aujourd'hui dans la population générale? Dans le monde ou en France? En France? Consommation d'AUT, d'aliments ultra transformés. D'aliments ultra transformés. Ouais. C'est ça le principal problème. Allez, on continue. De quelle proportion des émissions totales de gaz à effet de serre l'élevage est-il responsable au niveau mondial? 14,5. Oui, c'est une bonne réponse. 14, Du mode détail. ça dépend des modes d'élevage, mais effectivement, selon la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions mondiales de CO2. C'est autant que les émissions directes de tout le secteur des transports. Bonne réponse. Question suivante. En France, combien d'animaux sont abattus par jour pour la consommation humaine? 1 million. 3 millions. 3 millions, 3 fois plus. Sans compter les poissons, hein, il s'agit uniquement des animaux terrestres et c'est principalement des volailles. Donc c'est une mauvaise réponse, Anthony, je suis désolé, j'augmente la vitesse du tapis. T'es pas très sympa dans l'histoire. Quelle est la proportion de porcs élevés en plein air en France? C'est pas des questions de nutrition, ça? Non, j'ai pas dit nutrition, j'ai dit lié à notre sujet du jour. Ah ouais. Végétarisme. Quel est le pourcentage? Quelle est la proportion de cochons élevés en plein air en France? 5%. 1%. 1% seulement. 99% sont élevés en bâtiment, dont 97% dans des élevages sur caillebotis, donc plutôt industriel. Reste concentré, hein. Du coup, on continue à augmenter la vitesse. On passe à 13 km/h. Si tu veux arrêter, tu peux nous dire. Hein. Quelle est la quantité moyenne de viande consommée en France par an et par personne? 90. C'est bon, c'est une bonne réponse, puisque c'est 86 kilos par an et par personne. Et tu es donc dans la marge d'erreur, 90 kilos. À titre de comparaison, aux États-Unis, c'est 126 kilos par an et par personne. Et à l'inverse, au Burundi ou au Congo, c'est 3 kilos. Donc on voit bien que ce sont surtout dans les pays riches qu'on consomme beaucoup de viande. Bravo, en tout cas, la vitesse reste à 13 km/h. Quelle légumineuse est surnommée la viande du pauvre? Les lentilles. Les lentilles, c'est une bonne réponse. On reste à 13 km/h. Quel est le légume préféré d'Obélix? Le sanglier. Le sanglier, bravo, c'était un piège, c'est pas un légume, il ne mange que du sanglier. Ça n'augmente plus, Anthony, tu es beaucoup trop fort. Quel était le surnom de Thibaut quand il était petit? Donné par sa maman, Thibaut Barognan. Oh, je le sais en plus. Non, c'est pas Nono par hasard? J'ai pas le droit au joker? Non, pas de joker. Tu sais pas? Non. C'était Titi. Allez, on augmente. Et on va passer à 15 km/h. 2 d'un coup, quoi. 2 d'un coup cette fois-ci. 2 d'un coup. Parce que je te sens bien, je te sens en aisance. Quel est le plat préféré de Thibaut Barognan? Puisque tu le connais. Le dessert préféré de Thibaut Barognan. Les tartes aux pommes. Non, tiramisu. On augmente, on passe à 16 km/h. On va même passer à 16,5. Ça va? Ça va. C'est quoi ton plat préféré à toi? Moi? Ouais. Les lasagnes végétales. Lasagne végétale? Ouais. Tu les prépares toi-même? Oui, ça m'arrive. Ça te saoule que je te pose des questions hors quiz? Allez, encore une question sur Thibaut. Quelle taille fait Thibaut à 1 cm près? 175. Combien? 175. C'est une bonne réponse.
Au total, lors de l'UTMB à Chamonix, combien y a-t-il de participants sur l'ensemble des courses? 20 000. Non, c'est 10 000 sur l'ensemble des deux courses. On augmente, on passe à 17 km 50. Quel est le second prénom de Thibaut Barognan? Je sais pas. Tu sais pas? Désolé, t'as pas la réponse, c'est Étienne. On monte à 20 km/h. Là, ça va devenir très très dur, Anthony. Quel est le podium des JO de Paris en triathlon pour les femmes? Les 3 premières. Cassandre comment? Boga. Cassandre Beaugrand en premier, en deuxième. J'ai plus les noms. T'as plus les noms? Non. Julie Déron en deuxième et Beth Potter en troisième. On passe à 21 km/h. Je te rappelle qu'à tout moment, tu peux abandonner en mettant tes mains sur le côté et en te sécurisant au niveau des pieds. Il est impressionnant. On continue. 21 km/h. Quel est le podium des JO de Paris en triathlon puisque tu en as fait pour les hommes? Je passe. Tu passes? Ça veut dire qu'on passe à 22 km/h. Je te rappelle qu'à tout moment, tu peux abandonner Anthony. Tu as donc abandonné à 22 km/h. Allez, reviens t'asseoir. Putain, super. Attends, j'ai une serviette pour toi, j'ai une serviette. Impressionnant. Bon, Très fort. félicitations. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Thibaut, de cette performance? Très belle performance sur ce test VMA. Bah là, on est quasi sur un le test test VMA, 22 km/h. Bon, on n'est pas resté 1 minute par palier. On est resté longtemps avant, en fait. On est resté Ça longtemps a avant. duré avant de plus que la vitesse. Ah, et franchement, impressionnant. On retrouve le triathlète Ouais, exactement, de comme sa quoi. jeunesse. Comme quoi, avoir commencé le triathlon jeune, ça te laisse des bons restes pendant longtemps. Bravo. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci Thibaut, merci Anthony à d'être vous. venu nous voir dans Safe Pace. C'était vraiment passionnant. On a appris plein de trucs sur la nutrition, sur le végétarisme, sur la possibilité d'être à la fois végétarien et marathonien ou sportif de haut niveau en trail. Donc merci d'être venu dans Safe Pace. Je signale, Anthony, que tu as un livre qui vient de sortir, 41 préjugés déconstruits par un nutritionniste. Ça permet de prolonger notre discussion du jour. Il y a les sujets qu'on a évoqués. Hein. Végétarisme, véganisme et sport de haut niveau. En tout cas, c'était passionnant. On a appris plein de trucs. Merci beaucoup, l'équipe. Peut-être que Fred et Charlotte, ça va vous inciter à manger moins de viande, ce qu'on a entendu aujourd'hui. L'avenir nous le dira. Et merci à vous surtout d'avoir écouté, regardé Safe Pace. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.